Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mystère Voilé. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va aller en profondeur dans un sujet bien connu qui est passé à Dossier Mystère. On va commencer par se faire un petit setup. Je vais vous conter un peu l'histoire en gros. Après ça, on va aller voir l'épisode de Dossier Mystère en question. C'est un petit 8 minutes. C'est un petit segment, mais ça décrit bien ce qui est arrivé pour ensuite explorer Radio X-Files avec Christian Page qui en parle un peu plus. Il fait une interview avec un des, pas des suspects, mais un des témoins des jeunes. C'est une histoire qui concerne plusieurs jeunes et une apparition pour ensuite faire une interview avec le sergent de la police qui était venu interviewer les jeunes par la suite. Donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, allez vous chercher un petit drink. Moi, j'ai mon G-Fuel matinal parce que je viens de me réveiller et on part ça tout de suite. Vous écoutez Mystère Voilé, let's go! Alors, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi ce cas-là? C'est le cas de Saint-Joseph de Coleraine. Comme vous pouvez voir ici, la petite municipalité de Coleraine, je vais vous situer premièrement, c'est dans la Beauce. Moi, j'habite environ dans ce coin-là ici. Donc, on se trouve un petit peu à côté de la ville appelée Thetford Mines. Si on zoome, c'est un petit village. Pas beaucoup d'habitants, c'est vraiment assez loin. Ça a l'air une petite communauté bien simple et bien cool. Une petite école avec un petit terrain de baseball. Mais qu'est-ce qui a fait parler? C'est en 1968, une apparition. 6 jeunes qui jouaient au cimetière. On peut le voir un petit peu mieux ici. C'est le cimetière ici, ça a été pris, ça c'est la municipalité de Saint-Joseph de Coleraine, comme vous pouvez voir, un beau petit village. Et les jeunes de Coleraine aimaient beaucoup se réunir, aller jouer dans le cimetière. Vous allez voir, ça va être bien expliqué dans l'épisode de Mystère Voilé, oui, de Dossier Mystère. Donc il y aurait un petit cap ici, où les jeunes se donnaient rendez-vous, allaient jouer au cap, et il y aurait vu pendant le mois d'août de 1968, si je ne me trompe pas, une apparition. Il y avait un rocher craqué, plutôt, où il y aurait vu un être bizarre avec des jumelles qui pouvaient distinguer de loin, mais qui ne pouvaient pas voir les pieds. Donc, il se demandait si c'était une entité humaine, c'était humanoïde. Donc, je vais vous laisser en gros regarder, ou plutôt je vais le regarder avec vous si j'ai des choses à dire, je vais enchérir dessus, le petit segment de Dossier Mystère et on va un peu élaborer par la suite sur ce cas. Et on va aller voir 2 entrevues. Donc, ça risque d'être un épisode un petit peu plus long, mais on va aller en profondeur dans ce sujet. Donc, let's go, écoutons le petit bout de Dossier Mystère. Septembre 1968. Dans le petit cimetière de Coleraine, au Québec, 2 hommes et quelques enfants avancent d'un pas décidé. La troupe se dirige vers un immense rocher situé complètement à l'arrière du cimetière. La particularité du rocher est une cassure formant une cavité étroite en son centre. Oui, c'était en haut puis dans la crevasse. Et c'est justement cette caverne qui intéresse les visiteurs. Paul Bogus, le plus vieux des 2 adultes, se glisse à l'intérieur. By the way, c'est pas leur vrai nom. C'est des noms qui ont été changés. Même dans l'entrevue qu'on va voir plus tard, ils vont encore changer le nom, mais pour les Tremblay. Donc, les Bogus, c'est pas leur vrai nom. Pendant un instant, il prête l'oreille, attentif au moindre bruit. Il écoute le silence. Un silence troublé uniquement par les affirmations soutenues des jeunes restés à l'extérieur. Les enfants jurent que leur histoire est vraie, mais il leur en faudra beaucoup plus pour convaincre les adultes. Au bout de quelques minutes, Paul ressort de la caverne, exaspéré d'avoir mordu au piège que lui ont tendu les enfants. Son frère Claude décide alors de ramener les jeunes au bercail. Au moment où Paul regarde le groupe s'éloigner, un étrange ronronnement se fait entendre de l'intérieur de la crevasse. Surpris, Paul retourne dans la caverne. Le bruit est très distinct, comme si quelqu'un dans le rocher ou sous la terre faisait tourner une machine. Pour s'assurer qu'il ne se faisait pas berner, il ressort et fait le tour du rocher, mais ne voit rien qui pourrait expliquer le phénomène. Les enfants avaient raison, se dit-il. Il y a quelque chose qui tourne pas rond avec ce rocher. En 1968, le petit village de Saint-Joseph de Coleraine compte moins de 2000 habitants. Mais cet été-là, des jeunes vont faire une rencontre qui les marquera à jamais.
L'affaire commence dans l'après-midi du 29 août. Comme ils le font fréquemment, Denis Bogus et son frère Michel se rendent au cimetière pour y jouer. Ça, c'est ce que j'aime pas, comment ils montent des fois les épisodes dans le dossier mystère. Ils commencent avec les péripéties ou des fois même le dénouement, puis après ça, il revient à la situation initiale. Mais bref, continuez, vous allez voir, ça va faire bien du sens. Nous autres, on allait souvent s'amuser, on appelle ça au cap du cimetière. Là. Il y avait un boisé, puis on allait jouer au cow-boy, étendre nos écureuils, tout ça. Puis ça, ben, un moment donné, ça, quand ça s'est produit, c'était un jeudi le 29 août, pour la première fois. Sans trop s'en rendre compte, les frères Bogus se dirigent tout droit vers l'énorme rocher. C'est à ce moment-là qu'une apparition attire le regard de Denis. Michel, viens voir! Qu'est-ce qu'il y a, Denis? Sur le rocher, tout près de la caverne, un personnage étrange les observe, immobile. On a vu ça être là, une forme qu'on n'avait jamais vue, tout ça. Là, on l'a vu, on l'a observé un peu, d'un coup, la pluie nous a comme poigné un peu, puis là, lui, ça a disparu pouf, puis nous autres, on a disparu sur le bord. C'est sûr que le montage aide pas, là, mais vous allez voir avec tous les témoignages. D'ailleurs, essayez de garder en tête les détails. Donc, ici, le 29 août, comment il va décrire la créature. Là, on a un témoin. On va en avoir un autre après qui s'appelle Jonathan qui va parler. Essayer de trouver qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui l'est pas, parce que là, on parle de 1968. Cet épisode-là, plutôt début 2000 environ, jusqu'à 2010. Là, qu'est-ce qu'on voit là? Je suis vraiment pas sûr. Les gamins s'enfuient à toutes jambes pour raconter à leurs parents ce qu'ils ont vu. La créature de Coleraine, on peut la définir comme un être plutôt petit, à peau de serpent brûlé. Jean Cazot, c'est exactement lui qu'on va voir l'interview plus en détail après. D'écailles brûlées, chauve, avec des yeux assez importants au niveau de la dimension, et aussi ce que les enfants ont décrit comme une barbe très longue. Et l'être en question avait cette faculté d'apparaître et de disparaître sans se déplacer. On ne l'a jamais vu se déplacer. Il était visible et soudainement invisible. Le lendemain de l'incident, André Bogus et son oncle Pierre se rendent à leur tour au rocher pour trouver des indices prouvant l'existence de la créature. Les enfants passent l'avant-midi à explorer le cimetière et les boisés des alentours, mais ils ne trouvent rien. Vers 15h30, alors qu'ils s'apprêtent à quitter les lieux, ils aperçoivent l'étrange créature. L'être fixe les gamins quelques secondes, puis disparaît, comme on ferme un téléviseur, racontera l'un des enfants. Après ça, on y retournait, on y allait tous les jours, puis on y allait à différentes heures de la journée, mais on voyait rien, mais c'était tout le temps entre 3h30 et 4h, à toutes les fois. Après ça, on y retournait la troisième journée, on était toutes les siestes. Un hologramme? Là, on l'a à courte vue, on le voyait en bas du rocher, là. Une place, mais si je suis face au rocher, ça se trouve être à droite, là. On le voyait là assez régulièrement. Après ça, on l'a vu à côté de la charnière, là. L'histoire va donc se répéter le lendemain à la même heure. Mais lors de la 4e journée, Pierre Bogus convainc son frère Georges de l'accompagner au cimetière en matinée. On laisse notre bicyclette là, on s'approche à pied, puis on entend comme un gros grognement, comme un grognement d'ours. Mais il n'y a pas d'ours dans le cimetière, mais alors la peur nous a pris, nous autres, on regarde jusque-là, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. On laisse notre bicyclette là, puis on s'en retourne à la maison. Là, notre mère dit, vous irez chercher votre bicyclette après le dîner, là, allez plus jouer là, on vous le dit, tu sais, là, il peut y avoir des animaux, pourtant, le village de Coleraine se tenait là, tu sais. Même si, jusqu'à ce moment, la créature de Coleraine est apparue à intervalles réguliers, c'est lors de la soirée du 1er septembre que toute cette histoire connaîtra un dénouement aussi spectaculaire qu'inattendu. Il était, je crois, 7h40, 7h45 le soir. Mais il faisait, au mois de septembre, il fait encore clair, là, cette période-là. Donc, on part la gang encore. On s'en va au cimetière. On d'avance, rendu au milieu du cimetière, il y a un de mes neveux qui dit, il dit, oh mon Dieu, il me semble que j'ai vu passer quelque chose devant la lune. Oh, on s'en va avec les ovnis? On s'en va vers le cap du cimetière toujours. Puis, rendu à peu près une 50aine de pieds du cap du cimetière, là on a
j'en parle, j'ai encore ça fait quand même des années, là. On voit un engin. Puis quand l'engin est rendu, si tu veux, au-dessus du cap, une certaine, je sais pas, peut-être une vingtaine de pieds au-dessus du rocher, là, le même bonhomme qu'on appelle nous est apparu. Il est apparu comme ça, puis avec la même position, les bras écartés, puis qui nous regardait en bas comme ça. André Bogus détaille la créature à l'aide de ses jumelles. L'être regarde fixement dans sa direction. Les jeunes se passent tour à tour les jumelles pour mieux la voir. Il fait encore assez clair pour que les enfants puissent détailler sa peau comme des vagues, de la houle, plissée sur le long. Fait que là, la soucoupe volante a passé. En tout cas, on appelle ça une soucoupe volante, d'autres, là. Puis là, quand elle a passé, là, quand elle est arrivée vis-à-vis l'être, là, lui, il a disparu, pouf. Puis ça l'engin a continué, et puis on l'a perdu de vue, là. Ce sera la dernière fois que la créature fera son apparition. Et malheureusement, seuls les enfants Bogus ont été témoins de ces apparitions échelonnées sur 4 jours. Ils subiront les sarcasmes de leurs compagnons et seront appelés à raconter leur histoire à plusieurs reprises. Plusieurs sceptiques ont crié au canular. Et encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, les Bogus continuent de maintenir leur version des faits. Pour eux, ces événements sont authentiques et n'ont rien à voir avec l'imagination d'enfants. C'est la première chose que j'ai demandé à mes enquêteurs et qu'on a fait, observer les enfants quand ils nous parlent. Et ces enfants-là nous regardaient droit dans les yeux, avec une dramatique, une espèce de passion dramatique, si je peux dire, dans le visage, dans la voix, dans la façon de le raconter, sans jamais se consulter du regard. Et ça a été, pour moi, une révélation. Je me suis dit, c'est extraordinaire. Ces enfants-là ne mentent pas. Je n'ai pas de preuves. Mais je peux vous dire, pour avoir été père de famille, ces enfants-là ne mentent pas. Les statistiques. Intéressant. Michel Dumont, tes statistiques, on les aime bien, mais on va continuer avec mon programme. Donc oui, comme je disais, très intéressant. Retenez bien Jean Cazot, donc il dit 35 ans plus tard, si c'était en 1968, 78, 88, 98, ça fait environ milieu des années 2000 comme je pensais. Peut-être pas 2010, plus d'entre 2000 et 2005, dans ce coin-là, 2005. Très bon en maths, moi, by the way. Hein? Et ouais, ça, c'était les entrevues du milieu des années 2000. Donc là, qu'est-ce que j'aimerais qu'on regarde? J'ai trouvé quelque chose de très intéressant. J'ai trouvé des forums qui expliquent le cas en question. J'aimerais qu'on lise un peu. Et il y a même des photos originales dont je ne sais pas si Christian Pêche en était servi dans son livre lorsqu'il en avait parlé. Il en parle à Radio X-Files. Mais on peut les voir. Donc, regardons ça un peu. On a, vers la fin d'août, pendant plusieurs jours, un groupe de 6 jeunes garçons fut témoin d'une rencontre étrange avec un être de petite taille et la peau rugueuse rouge d'argile ayant l'aspect d'un reptilien barbu sur un gros rocher surplombant le cimetière. Donc ça, j'aime voir ici le rocher en question. Ça serait... c'est que j'aimerais qu'on la mette en plus gros, mais on verra rien. On voit le rocher, l'apparition aurait été devant le rocher. C'est des vieilles photos. Regardez si on essaye de les mettre en plus gros, qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Donc, on peut voir le village ici, à partir du rocher. Donc, l'apparition, ça leur été la vue que l'apparition aurait eue. Sous image, le rocher en question, on le voit un petit peu mieux ici. La pierre plate de 300 mètres de distance derrière les fabuleux cailloux. Donc, l'endroit propice pour un site d'atterrissage qu'on dit. On s'en va loin, là. On est en train vraiment de dire que c'est une apparition d'outre-monde. Donc, c'est un ovni. Je me souvenais qu'il en parlait, parce que j'avais déjà vu cet épisode-là. Mais je me souvenais pas plutôt qu'il y avait une grosse emphase là-dessus. Donc, on peut voir encore le rocher, la grosse craque qu'on voit dans la mise en situation. Donc, la mise en situation a l'air d'avoir utilisé les vraies places. En tout cas, s'il n'avait pas les vraies places, ça se ressemblait beaucoup, là. Donc, on dit qu'on en a parlé beaucoup dans la tribune de Sherbrooke du 4 septembre. Donc, ça serait quelques jours après l'apparition. Donc, ça l'a passé aussi à Télé 7 à Sherbrooke.
Ça dit, l'écrivain Henri Bordelot invoqua dans son livre « J'ai chassé des pilotes de soucoupe volante, 5 apparitions en 4 jours ». Notre auteur arriva à la conviction de la sincérité des témoins. Encore une fois, on n'a aucune preuve, hein? Ils sont convaincus, comme Jean Pajot était très convaincu. Les témoins ont l'air aussi convaincus. Bref, les photos à l'appui, beaucoup de monde serait tenté de croire à la chose, surtout les témoins des jeunes, quand ils disent que les jeunes auraient vraiment dit la vérité, mais encore une fois, on n'a aucune preuve à l'appui. Mais j'aimerais qu'on regarde vraiment les interviews qui ont été faites à Radio X-Files. Donc, Christian Page, qui est un écrivain, journaliste, qui s'intéresse beaucoup au paranormal, au mystère, à toutes ces choses-là, n'en a parlé. Il fait, comme vous voyez ici, ça c'est les Radio X-Files, donc il y a beaucoup d'épisodes qui passent en format radio à Radio X 98.1, une station de radio au Québec. Et j'ai bien aimé les entrevues qu'il a faites. Donc regardons, là on parlait de 2005 environ, les entrevues qu'on vient de voir. Donc imaginez-vous encore 10-12 ans après la première entrevue, qu'on est rendu à 45 ans environ après les faits. Est-ce que le témoignage change autant du témoin que de l'enquêteur? Regardons ça ensemble, right now. Fois pour la 3e journée consécutive, le mystérieux personnage apparaît. Il n'est pas toujours au même endroit. Ils ont l'impression que parfois, il court derrière les broussailles, mais il le distingue bien. Faut quand même se dire, hein, tout ça, Yannick, se passe en plein milieu de l'après-midi. Il le voit distinctement à la clarté. C'est cette créature toujours la même, cette peau plissée, rougeâtre, cette barbiche, ces grands yeux ronds, globuleux. Donc, on peut voir ici qu'il est vraiment en train de redire l'histoire. Si vous voulez aller voir l'épisode en question, c'est saison 1, épisode 4, à partir de la 2e heure. Donc là, il fait un récapitulatif de tout ce qu'on vient de voir dans Dossier Mystère. D'ailleurs, c'était lui qui écrivait Dossier Mystère, donc il doit savoir de quoi il parle. J'essaie de retrouver l'entrevue en question. Oh, on est tombé dessus. Et on a la chance de l'avoir avec nous. En fait, il n'est pas maintenant, mais cet après-midi, j'ai pu m'entretenir avec lui pendant plusieurs minutes. Donc, on fait entendre cet extrait-là, donc cette conversation que j'ai eue cet après-midi avec Jonathan Tremblay, l'un des frères aînés de la famille, qui se retrouve au cimetière de Coleraine. On est le 1er septembre, on est le dimanche 1er septembre 1968. Donc, on est vraiment dans la dernière apparition, Dossier Mystère. Il dit tout va changer le 1er septembre. Donc, c'est un des 2 jeunes. J'aimerais vous rappeler que le nom a été changé. Donc, Jonathan Tremblay, c'est peut-être pas son vrai nom. C'est peut-être Georges Bogus qu'on a vu. On va voir avec la voix. Portez attention aux détails si c'est semblable de ce qu'on vient d'entendre, qui est encore 40 ans après, 10 ans après l'entrevue de Dossier Mystère. Jonathan, d'abord, merci de te joindre à nous ce soir pour raconter ce 50e anniversaire de l'affaire de Coleraine. Tu étais l'un des jeunes présents ce jour-là. Donc, au moment où on reprend un peu le récit, nous sommes rendus le dimanche, on est le 1er septembre. C'est une journée qui sera particulièrement propice en événements mystérieux, cette journée-là. Donc, tu fais partie de ce petit groupe qui se rendent dans la journée au cimetière. Est-ce que tu peux me raconter ce que vous avez observé ce jour-là? En fait, qu'est-ce qui se passe ce 1er septembre 1968? Bien, moi, de prime abord, j'avais entendu parler que les autres membres... Ça sonne vraiment comme Georges Bogus qui a été interviewé dans Dossier Mystère. Très intéressant. Du groupe qui se réunissait souvent pour aller festoyer ou jouer à l'arrière du cimetière, qui est un boisé là, avec un gros cap. Là. Alors, qui voyait quelqu'un courir à travers les branches, tout ça. Fait que moi, ma curiosité m'a porté ce dimanche-là, sur l'heure du midi, avec l'un de mes frères, d'aller voir pour constater. Il n'était pas question d'être humanoïde ou ces choses-là. On était... Vite de même, il parlait pas de 3 heures tantôt dans Dossier Mystère. Là, il parle de midi. Continuons voir si c'est plus tard dans l'après-midi. Innocent de tout ça. Là, on pensait pas à rien de ça. Là. C'était juste pour aller voir. Dans le temps, ben, ils se ramassaient des fois des vagabonds là, des choses là. Fait que nos parents voulaient pas qu'on aille jouer là. Fait que moi, ma curiosité m'a piqué pour aller voir. Puis, c'est sur l'heure du midi, il faisait très beau, c'était ensoleillé, on est allé en bicyclette, on a laissé la bicyclette
aux abords du Cap. On a approché, puis on avait entendu un grognement, un gros grognement qui venait de, je sais pas d'où. Il n'y a pas d'ours là, il n'y a pas d'animaux qui est quand même sauvage là. Fait qu'on a eu peur un peu. Alors on a laissé les bicyclettes là, puis on est parti à courir, on est allé chez nous. Ça, ce détail-là est là dans Dossier Mystère, très intéressant. Puis là, ma mère a dit, vous allez dîner, puis vous allez aller récupérer vos bicyclettes. Bon, ben oui. Là, après dîner, on a ramassé, comme on dit, les autres de la gang, puis on pour aller chercher notre bicyclette. Puis ça a été, quand on est arrivé à peu près à, je sais pas, une cinquantaine de pieds là, du Cap, puis il y a une charnière là, pas loin où ils mettent l'hiver, ils entreposent les cercueils, les corps. Fait que là, il y en a un de la gang, il dit, il est là, celui qui avait vu au cours de la semaine courir dans le bois, mais il était devant, à côté de la charnière, puis il nous regardait fixe. Il semblait avoir deux gros yeux, des bras, mais pas, je sais pas, une prolongation des doigts, mais comme deux doigts, là, les bras écartés, la peau comme un crapaud, on dirait, là, tout crevassé brun. Puis il nous regardait, il nous fixait de même. Puis là, regarde, là, on le regardait. Ça a duré quelques secondes. Puis on a crié, mais il était là, mais il était plus là. OK. Mais là, à ce moment-là, toi, tu l'as bien vu, là, tu me dis. Ah oui, moi, c'était la journée, en plein soleil. Là, on a eu peur, on a vu, fait qu'on on traverse la rue, puis on va dire ça, les parents d'un, qu'on a vu un bonhomme disparaître. Tu sais, on s'est fait ridiculiser, un bonhomme disparaître. Oui. Bonhomme disparaître. On pensait pas humanoïde, extraterrestre, il était pas grand de toute façon, là. Fait que là, mon frère vient, fait le tour de la charnière, puis là, il était pas question qu'on retourne aller jouer là, pas question. On a dit un bonhomme disparaître, mon frère nous ridiculisait un peu, là. Fait qu'on est... Le soir, ça a été au soir après ça, là, quand on a vu avec l'engin, là, vers 7h, je me rappelle plus, 7h30, 8h moins 20, on est allé, j'avais amené un appareil photo. Vous étiez combien? Excuse-moi, Jonathan, vous étiez combien à ce moment-là? Là, si tu regardes le petit groupe, vous étiez 6. On était 6. OK. Oui. Alors là, on traversait le cimetière, puis des fois, tu sais, quand il fait soleil, l'été, on voit la lune quand même, hein, il faisait très beau encore, là. Fait que là, il y en a un qui me dit, il a vu... Ça, ces détails-là, c'est mot pour mot qu'il a dit, v'là 12 ans, soit qu'il a pratiqué vraiment, vraiment son histoire. Donc, ouais, moi, c'est ça qui me frappe, là. Continuons. Ouais. Passer quelque chose devant la lune, grosso modo, là, on continue. On s'approchait vers le Cap, puis là, on était rendu à peu près à 50 pieds du rocher. Là, on a vu un engin descendre, environ, mon Dieu, 35-40 pieds de diamètre. Il y avait des lumières qui tournaient autour, aucun bruit. Puis quand l'engin, en descendant, était rendu au-dessus du rocher, qui est quand même gros, le même bonhomme, comme on peut dire, est apparu. Okay. Il nous fixait, il nous regardait en bas. Okay. C'est exactement les détails. Encore une fois. Là, inutile de dire que j'en parle, j'en ai encore les frissons, là. Qu'on a eu la débandade, là. Regarde, on a passé à travers les épitaphes, on courait, on criait. D'un coup, moi, j'ai un appareil photo sur moi, on sortait quasiment du cimetière, puis quand me suis viré pour essayer de prendre un vieil appareil 35 mm, l'engin, on la voyait plus, là, je sais pas où il était rendu, là, mais le bonhomme, il était encore là, puis je le regardais, mais il est là, mais il est plus là. C'est peut-être les photos qui ont été prises, donc, par Monsieur Jonathan Tremblay ou Georges Bogus, les photos de très mauvaise qualité qu'on voit sur le site web que je vous ai montré tantôt. Il a disparu en bon français, là, ça a l'air ridicule, là, mais c'est ça pareil. Alors là, ça a été... c'est ça. Là, on est allé, j'ai pris le téléphone, moi, j'ai appelé l'opératrice, on a compté ça à ma mère. C'était quasiment ridicule là, pour eux autres.
Puis c'est là qu'ils m'ont rentré en contact avec Jean Cazot dans le temps. Oui. Jean Cazot, que j'ai dit que c'était un sergent de police, pantoute, c'est le journaliste et écrivain qui s'est occupé de tout ça. Ça me revient, là. Puis Christian Page ne parlait. Et comment cette affaire-là, ben évidemment, on en parle encore aujourd'hui, 50 ans après, c'est l'affaire de Coleraine, mais j'imagine au moment où ça se passe, écoute, il y a comme une espèce de branle-bas de combat. Oui. Comment dans le village de Saint-Joseph de Coleraine, comment on vit ça, cette soudaine activité, le fait soudain qu'on se retrouve sous les feux de la rampe? Ben là, c'est sûr que le cimetière, les jours qui ont suivi, sont remplis de gens avec des marteaux, des pics, des battes de baseball. Les provinciales étaient là. Tu sais, ils peuvent passer de voir quelque chose. Ouais. Il n'y a rien qui s'est passé. Il est évident qu'il n'y a plus personne qui est allé y retourner jouer là. Mm-hmm. C'est sûr que la population restait... les opinions étaient quand même partagées, mais garde... je sais ce qu'on a vu, je sais qu'est-ce qu'on a vécu, puis garde là, moi là, ce que les autres en disaient, ça me passait par-dessus la tête. Oui. Garde, on a été quand même un peu traumatisés là-dessus, parce que j'ai dormi pendant 2 mois de temps, la lumière allumée dans la chambre avec un de mes frères, puis il y en a un autre qui faisait des cauchemars, est obligé de se faire traiter un peu. Non, c'était dur pour nous autres, puis ça a été dur pour les parents aussi, parce que il y avait beaucoup de journalistes, ça a duré quand même 1 an, 2 ans de temps, ça là. Ça fait qu'on a été... aujourd'hui, la population, c'est la nouvelle génération, c'est sûr qu'ils n'entendent parler un peu, ça s'est fait à l'idée, là. Le rocher s'est boisé beaucoup, là, on le voit pratiquement plus, là, parce qu'il y a des arbres qui ont poussé en avant, tout ça. Ouais. Mais il est évident, moi je suis retourné, là, je dirais, là, t'as bien 5 ans, avec quelqu'un, j'ai monté sur le cap, mais je me sentais pas bien, et de un. Et je ne suis jamais retourné, puis quand il y a dans la famille, il y a un enterrement, quelque chose, c'est pas sans me rappeler, là. Premièrement, t'oublies jamais ça. Mais je serais pas capable encore aujourd'hui de retourner seul là. Okay. On peut voir que ça l'affecte beaucoup. Si c'était quelque chose de fake pour attirer l'attention, c'est quelque chose qui l'a marqué vraiment. Moi, c'est ça qui me fait dire que c'est peut-être pas pour marquer l'attention, mais ça peut être beaucoup de choses. Une hallucination que le monde parlait. Là, on parle, je viens de voir quelque chose ici, là, dans le forum que je regardais. Je vais vous le mettre à l'écran. On va loin, là. Le monde parle de reptiliens. Oui, de reptiliens, c'est pas des jokes. Regardez ici, on va lire vite avant de continuer avec la deuxième entrevue. Lisons cette partie. Après 15 ans, justement, je décidais au mois d'août 1989 d'aller à cet endroit avec un ami, Jean Lapointe, de Sherbrooke, pour passer en revue les circonstances en espérant découvrir quelque chose de nouveau. Un élément qu'on n'aurait pas porté attention à l'époque. Je n'ai pas été voir les témoins, parce que je ne mets pas en doute le bon travail des autres ovniologues, exécutés bien avant moi, donc on voit que c'est quelqu'un qui recherche vraiment que ce soit un ovni. Lui, il croit ça, c'est son agenda, c'est ça qu'il veut prouver. OK. La région où s'est déroulée l'observation est essentiellement caractérisée par l'abondance de pierres énormes, des débris de roches transportés par les glaciers durant la fin de la période glaciaire, il y a 11 000 ans, et que les montagnes du pays sont nées à partir d'un soulèvement de terrain provoqué par une ancienne mer il y a plusieurs années. Je dois vous mentionner aussi que c'est le pays de l'amiante. En effet, Thetford Mines, c'était ça. C'est dans un tissu d'amiante que les anciens Européens brûlaient les corps de leurs morts dont ils voulaient conserver les cendres séparées de celles du bûcher. N'oublions pas que le reptilien a toujours été vu près du cimetière de Coleraine, une terre consacrée. Donc, lui, il est en train d'avancer que ce serait le cimetière et l'amiante qui a attiré des ovnis, dont un reptilien. OK, je pense qu'on s'en va loin un petit peu, là, mais bref, essayons de trouver la deuxième entrevue du journaliste et écrivain. Regardons ça ensemble right now. Et quand on parle d'OVNI, il
il y a eu un enquêteur, bien sûr. On a entendu Jonathan en parler en disant, bon, j'ai contacté Jean Cazot. Jean Cazot, en début d'émission, je l'ai mentionné, c'est un peu le doyen au Québec. Hein, il est là depuis le milieu des années 60. Et on a la chance de l'avoir avec nous. Donc, dans un premier temps, bienvenue, Jean. Salut. Salut. Donc, dans un premier temps, il faut quand même le dire, on assiste ici à quelque chose que plusieurs disaient impossible. Donc, réunir autour d'un même micro Jean Cazot et Christian Page. J'ai l'impression qu'il y a eu de l'animosité entre ces deux journalistes et le fait qu'ils aient coopéré, dont Jean Cazot a laissé Christian Page utiliser des photos, laissé Christian Page utiliser ses entrevues. J'ai l'impression que ça l'amène de la véracité à tout ça. Que c'est pas deux chums qui colludent ensemble. Donc, on va voir ce qu'il y a à dire. Très intéressant. Ouais. Alors, on peut pas être parfait. Oui, écoute, Jean, on se connaît depuis presque 30 ans maintenant. Oui. On va se tutoyer si tu le veux bien. Oui. Ça veut pas dire qu'on s'aime, mais on se connaît. Non, mais écoute, il faut qu'il y en ait un qui a raison puis il y en a un qui a tort. Fait que je suis c'est ça, mais toi, depuis le temps que t'as tort, j'espère qu'à un moment donné, tu vas changer d'idée. OK. Gars, ça s'écœure, voyez-vous, donc ça l'amène rien pour prouver qu'ils colludent ensemble, comme je dis, là, la dynamique est très intéressante là-dedans. Je trouve ça vraiment cool. Hey, on revient en 1968, Jean, t'as été appelé sur les lieux. Oui, Jean, écoute, en passant, ça me fait énormément plaisir de t'avoir. Oui. Et à l'époque où j'avais parlé de cette histoire-là dans un de mes livres, Dossier mystère, tu m'avais autorisé à utiliser une photo. Tu es un des rares à avoir, t'étais en fait le premier sur place. T'avais pris des photographies des jeunes. Uh-huh. Tu arrives à Saint-Joseph de Coleraine, peu de temps après les événements. Ouais. Tu rencontres les jeunes. Écoute, ce que je veux savoir, t'es un témoin du passé, là. Quand tout ça est arrivé, tu arrives sur place. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'effervescence qu'il y a à Saint-Joseph de Coleraine? Et quelle est ta première impression en rencontrant les jeunes? Ouais, ça c'est l'aspect le plus intéressant de cette enquête-là, parce que c'est au cours de ma carrière en ufologie, j'ai pas eu beaucoup d'enfants comme témoins. J'ai eu des enfants, mais ils étaient accompagnés de leurs parents ou ainsi de suite. Mais des enfants tout seuls, un groupe de 6 enfants comme ça, c'était la première, et je te dirais que c'est peut-être la seule fois où c'est arrivé. Et mon inquiétude, moi d'abord, dans un premier temps, c'est mon enquêteur de l'époque, Jacques Roussin, qui a été alerté par ça. On commençait, nous autres, à programmer le magazine AFA là, de l'époque de la SRPM. On était en 68, là, j'avais 18 ans. Là. Oui. Et là, alors, on n'était pas expérimenté au coton, là. Et là, j'ai dit à Georges, moi, là, ce qui m'inquiète, là, c'est que là, c'est-tu des petits jeunes qui font un baroud d'honneur, là, à la fin des vacances, là, puis d'attitude, on va faire croire qu'on avait un bonhomme, puis c'est ci, puis c'est ça. J'ai dit, moi, je veux pas si ça me tente d'aller revoler là-bas, là, c'est loin, ça. Et finalement, il m'a dit, Jean, il dit, je vais te dire une chose, il dit, ces jeunes-là m'ont cloué sur place. Par leur conviction, ce qui dégageait. Ah, ben, j'ai dit, OK. Fait que, tu sais, Jean, sans vouloir t'interrompre, tu sais, Jean, que c'est la même réaction qu'avait eu aussi Henri Bordelot. Hein, Bordelot, qui avait été informé par un journaliste de la Tribune, avait rencontré également les gamins. Et lui aussi était resté très impressionné par l'aplomb avec lequel les jeunes racontaient cette histoire-là. C'est ça. Et ça va plus loin que l'aplomb. C'est que les petits gars, là, de 11, 12, 13 ans, quand ils essayent de monter une patente à gosse ensemble pour essayer de faire peur aux parents ou au village ou ainsi de suite, pour réussir ça, quand t'es jeune, quand t'as cet âge-là, il doit y avoir une complicité. Et cette complicité-là, elle est pas facile à manifester parce que le dossier, il est complexe. Il y a énormément d'éléments. Il y a du son, il y a des disparitions, il y a aussi un autre aspect que Jonathan n'a pas parlé, ou je sais pas si j'ai peut-être manqué un bout, mais à un moment donné, ils étaient incapables de regarder la créature et de voir les jambes. Oui. C'est comme s'ils pouvaient pas voir les jambes, tu sais. Mais ça, t'inventes pas ça, là, quand t'as 11 ans. Tu t'arranges pour que ce soit moins compliqué que ça, parce que tu risques d'oublier des bouts quand l'enquêteur va arriver. En effet, ça, c'est un très bon point. Les détails, la manière qu'il comptait les détails, encore, comme on dit, 35 ans après, en 2005, et encore presque 50 ans après, en 2018, les détails sont les mêmes. Très, très, très intéressants.
Ouais. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en arrivant, j'ai dit à Jacques, j'ai dit, OK, on ramasse les 6 ensemble, sauf que Jonathan était pas là la première fois. On a réussi à leur parler pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Jonathan, c'est lui qui a été interviewé tantôt. Très intéressant. Ainsi de suite. Puis là, après ça, je suis parti de mon bord. J'ai fait mon indépendant, là, puis je suis parti de mon bord, puis j'attendais voir qui allait me suivre. T'sais. Puis là, il y en a 2, 3 qui me suivaient, puis Jacques, lui, avait les siens. Et ça, c'était le moment de savoir si les petits gars avaient besoin l'un de l'autre pour entériner leur canular, si tu veux. T'sais. Oui. Et c'est là. Et c'est là que moi, là, j'ai débranché, j'ai dit, wow. Je veux dire, ils se regardaient pas un l'autre. Quand le petit gars parlait, il me regardait dans les yeux, là. Puis il y avait une espèce de supplication en me disant, toi, là, t'es grand, là, t'es-tu capable de me dire ce que j'ai vu? J'ai eu la chienne. Oui. Puis il compte sur moi pour y dire, là. Puis il me regarde, là, puis il l'a écrit dans le visage. Puis moi, pendant ce temps-là, je regarde l'autre petit gars qui me regarde moi, puis l'autre aussi. Puis Jacques a vécu la même chose. Ces enfants-là, ils ont rien inventé. Rien. Zéro. Une barre. Après ça, on a vu le plus vieux. Jonathan. On va l'appeler comme ça. Et ça a été exactement la même chose. La concordance de ce qu'il nous disait. Et je dirais même l'intensité émotionnelle à la même place sur les mêmes effets spéciaux, si on peut dire, là, que de tout ce setup-là, notamment quand le bonhomme disparaît en pleine face. Dans le fond, les faits, dans le fond, les apparitions. L'OVNI qui est là, qui est plus là, les sons qui ont été entendus, et ainsi de suite. L'émotion réelle qui sort dans leur récit est là. Je l'ai drette devant moi. Ça fait pas 50 ans, moi, là. Ça fait quelques jours que c'est arrivé, là. Ouais, c'est amusant quand moi, je suis là. Oui, c'est amusant que tu dises ça, Jean, parce que moi, j'ai rencontré, donc, Jonathan, qui était le plus vieux du groupe, et un des plus jeunes également. Il y en avait un autre de ses frères qui était peut-être le plus jeune, un des plus jeunes du groupe. Je les ai rencontrés également séparément. Là, on parle, là, moi, évidemment, j'étais pas là en 1968, mais je les rencontre pour la première fois au début des années 2000. On tournait la série Dossier Mystère. Je les rencontre séparément. C'est ça. Et ce qui était amusant, c'est que, bon, ils gardaient la même histoire. Ils n'ont pas changé leur version de l'histoire. Ils ont rien gagné de ça, là. D'ailleurs, on change leur nom aujourd'hui parce qu'ils en ont un peu soupé de toutes ces histoires-là. Ça va plus loin que ça, Christian. Ça va plus loin que ça, là. Ils ont été stigmatisés par les gens du village, là. On est dans les années 68, là. Ouais. Oublie pas, là, on est conservateur, là, on récite le chapelet à 7 heures, là. Ouais. C'est quand même, on niaise pas avec ces histoires-là de bonhomme 7 heures, là, puis ainsi de suite. Ils se sont fait ramasser, eux autres, par les adultes dans le village, mal. Une autre raison de pas mentir et de dire la vérité, selon moi. Sale. Moi, j'en ai entendu parler dans les années qui ont suivi, là. Ouais. C'était pas drôle, là. Cette famille-là, là, c'était une famille maudite, là. Ils ont quitté le village aussi. Oui, effectivement. Là, je pense que tu utilises le bon terme. Quand tu dis stigmatiser, c'était un peu l'impression qu'on avait. Mais dans leur récit, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, moi, quand je les interroge, et ce sont des adultes, ils sont séparés, je les interrogeais de manière séparée. Et tu vas sûrement te rappeler ce moment-là, le plus vieux, Jonathan, me racontait, il dit, quand l'OVNI est arrivé au-dessus du cimetière, il me racontait de quelle façon le bout des branches avait bougé. Hein? Oui. Il avait été fasciné par la façon dont le bout des branches bougeait. Oui. C'est drôle parce que son frère plus jeune m'a raconté dans d'autres mots, mais à peu près la même version, c'est-à-dire comment l'arbre avait la cime des arbres était affectée par le mouvement de l'objet. Oui, ce que le lieutenant Jean Plantier, que pas grand monde connaît, mais qui a écrit un petit bouquin sur la propulsion des ovnis, que moi j'ai toujours trouvé génial, aurait tout simplement dit, bravo, merci les enfants, vous confirmez ma théorie. Tu sais. Mm-hmm. Alors, non, écoute, il y a tellement de détails que ces enfants-là ont donné en toute cohérence l'un avec l'autre, sans se consulter séparément. Tu l'as fait, j'ai fait l'exercice, tu l'as fait aussi. Et tu l'as fait plus tard, et moi, je vais te dire, tout à l'heure, j'étais à l'écoute là de l'entrevue que tu as fait avec Jonathan là, cet après-midi. Je l'écoutais, et devant moi, j'avais le texte que j'avais écrit de l'époque.
parce que moi, à mon âge, j'oublie des bouts, là. Fait que j'ai dit, je vais pas de commentaires. Alors, j'ai dit, je vais simplement mettre ça sur l'écran. J'avais l'impression qu'il lisait mon texte. Oui. Il l'a vécu, cette affaire-là. Ils l'ont vécu. C'est clair, d'ailleurs, il insistait beaucoup. Là, tu m'as fait flipper de ton affaire d'itinérant. J'ai dit, bon, là, un page encore qui part. Oh. Mais là, tu peux pas avoir vu un itinérant, calvaire, puis 50 ans plus tard, en shaker encore. Franchement, là, je comprends qu'il y en a qui sont pas beaux, mais il y a des maudites limites. Ouais, en fait, tu sais que c'était un peu ce que leur mère leur disait, hein, lors des premières observations, lorsque les enfants rentraient à la maison, puis ils disaient, écoutez, on a vu ce truc-là. C'est un peu ce que leur mère leur disait. Allez pas jouer dans le cimetière, il y a des quêteux, il y a des robineux, donc évidemment on essaie de trouver une explication, les itinérants, mais c'est vrai que Jonathan et son frère que j'ai rencontrés, pour eux, à chaque fois je les ai posés, puis je les ai posé la question dans les années 2000 et encore là, est-ce qu'il n'est pas possible que vous ayez été dupé par justement un itinérant, un vagabond qui aurait finalement fait du squatting dans le cimetière? Mais tu sais, oublie pas, là, on est en 68, t'es à Coleraine, je pense qu'il y avait 34 habitants dans ce temps-là, là. L'itinérant, là, il va pas itinérer ben longtemps à Coleraine. Il s'en va à Tetford-Mine où il y a une chance de faire 30 sous, vierge. Oui, c'est ça. Alors, ça, de toute façon, même à l'époque, ça n'a même pas été envisagé, ça. Moi, dans mon livre, je me suis dit, une description aussi étonnante que celle-là, j'ai jamais cru aux yeux globuleux et à la barbe, même si j'ai fait le dessin puis que c'est ce qui est dans mon livre puis tout ça à l'époque. Je pense que il y a un phénomène ici un peu comme comment je dirais ça. Donc, oublie pas qu'on est en 68, ils ont même pas encore vu c'est quoi un astronaute, les petits là, parce qu'on n'est pas allé sur la Lune encore là. Oui. Alors, je me dis bon, est-ce qu'il y a un costume là quelque part dans ça là, tu sais, une espèce de, je te dis pas un scaphandre, mais est-ce que il y a, je sais pas moi, si je m'en vais en Amazonie dans une tribu avec une cravate, ils vont-tu penser que c'est ma barbe? Tu sais, est-ce que c'est un élément faisant partie d'un costume ou de quelque chose qu'ils ont sur eux, avec quelque chose à la tête, avec des goggles, là, des grosses lunettes, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais je me dis, ça, je me fie pas, pantoute, à la description qu'ils ont faite du personnage pour dire que bottom line, là, le bonhomme, il avait des gros yeux et une barbe. J'ai haï ça, mettre ça dans le livre, parce que j'ai dit, là, j'attire le ridicule. Exactement. Moi, une affaire qui me fait douter, c'est de le voir, comment que c'est dépicté dans le dossier mystère, avec les gros yeux et le genre de maquette qu'ils ont faite. Ça fait perdre beaucoup d'authenticité. Et comme il dit, c'est vraiment pas fou, là, qu'est-ce qui est en train d'avancer ici, là, Monsieur Jean Cazot. Mais on comprend bien quand même, Jean, que c'est un témoignage d'enfants qui s'expriment, parce que là, j'ai devant moi là, les âges des enfants, on parle de 7, 10 ans. On comprend bien que ce sont des enfants qui s'expriment, et ils expriment avec les mots qu'ils ont, ce qu'ils observent. Oui, effectivement. Mais lui, il a 15 ans, là. Oui, le plus vieux, Jonathan, là, c'est plus un bébé, là. Il a 15 ans, là. Oui. D'ailleurs, c'est vraiment une histoire qui a marqué en l'imaginaire ici au Québec, parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais après l'Expo de 1967, beaucoup des bâtiments tous les bâtiments ont été récupérés, recyclés à d'autres fins. Et celui qui était dédié au cinéma durant l'Expo 67, le bâtiment, le pavillon du cinéma, a été transformé, devenu le pavillon de l'insolite. Oui, je me souviens de ça. Ouais. Avec la bébête en caoutchouc mousse, là, dans le... Oui, c'est ça. Donc, on avait fait, il y avait quelques tableaux qui illustraient les ovnis au Québec, et il y avait notamment cette reconstitution en papier mâché un peu de la créature de Coleraine. Je pense que on voit l'impact que cette histoire-là, ça déborde largement le cadre de Saint-Joseph de Coleraine. Il y a quelque chose que tu sais pas ou tu as oublié, un des deux. Mais moi, là, quand cette enquête-là s'est conclue, quand je suis revenu à Québec avec Jacques, et puis que j'ai eu ma rencontre du samedi avec ma gang, parce que moi, la SRPM, on était 300 membres, là, et j'en avais à peu près 50, 60, moi, qui suivaient assidûment le show. J'ai dit, qu'est-ce que vous diriez si on partait toute la gang, puis qu'on allait écumer la région pour savoir ce qui a pu se passer avant ou
Qu'est-ce qui s'est passé pendant? Bref, est-ce qu'on a affaire à quelque chose? Tu sais qu'on l'a fait, hein? Parce que le maire de Québec, Gilles Lamontagne, avait fait, à ma demande, réquisitionné par le maire de Black Lake, puis je me souviens de son nom, watch-moi bien aller, Émilien Maheu, c'est ça. Émilien Maheu avait réservé toute une classe, pas une classe, mais un gymnase d'école. On s'est installé là avec nos affaires de camping. En tout cas, on a passé 2-3 jours là-bas à écumer la région, à cogner aux portes, des vrais témoins de Jéhovah, je te jure. Et là, on a obtenu des cas, mon ami, des dossiers incroyables, dont le dossier de Vimy Ridge avec les Grégoire, qui est absolument fabuleux, avec 2 policiers de la Sûreté du Québec, témoins qui sont venus confirmer ça des années plus tard. Bref, il se passait quelque chose dans le coin depuis déjà un bout de temps. Alors, Coleraine, c'était un pic dans l'activité ufologique de l'époque qui a duré, je te dirais, moi, de 68 à 69, facile, dans tout le secteur Saint-Ferdinand d'Halifax, et puis de Robertsonville, puis tous les autres petits villages qui autour. Il y a aussi, c'est sûr aussi que l'affaire de Coleraine, comme la télévision de Sherbrooke, Télé 7, avait interrogé des enfants, on comprend qu'il y a une médiatisation de cette histoire-là beaucoup plus importante que toutes les autres histoires rapportées dans la région. Oui, c'est sûr. Mais ce qui est le fun, c'est que moi, les gens nous recevaient, puis ils étaient pas au courant de l'affaire de Coleraine. D'ailleurs, j'avais dit, parlez pas de ça. Demandez-leur s'ils ont vu des choses, et ainsi de suite, tu sais. Et on a eu des gros cas de ci, mais assez étrangement, personne a relaté ça avec l'affaire de... D'ailleurs, je pense que l'affaire de Coleraine passait pas pour une affaire de... Parce que dans ce temps-là, tu le sais, on appelait ça des soucoupes volantes. Oui. Mais dans ce temps-là, quand on parlait d'OVNI ou soucoupes volantes, les gens faisaient peut-être pas le lien avec le bonhomme de Coleraine. Oui, parce que c'est vrai que dans l'affaire de Coleraine, le bonhomme, le personnage est plus important que la manifestation de l'OVNI, qui, elle, intervient seulement le dernier soir. Hein, Absolument. Donc, elle est... C'est vrai, c'est très important ce détail-là, parce qu'on parle beaucoup plus de la bête. C'est la bête qui discrédite un peu toutes les choses. Et l'OVNI, c'est vraiment à la fin, hein, c'est pas la chose la plus importante. Donc, un autre détail ici. Et elle est très épisodique dans cette histoire-là. Oui, absolument. C'est la conclusion. La fin, il vient ramasser son bonhomme puis il part avec. Tu sais. Ouais. C'est comme ça que je l'ai interprété. Mais les enfants ont vu le départ. Puis là, ben, on s'est demandé, les enquêteurs, puis on a fait des meetings, puis on se disait, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui est venu foutre dans Saint-Rocher, sur le cimetière de Coleraine? Tu sais? Ouais, pareil comme le vagabond. Ah, ben, ouais, non, je comprends, mais je veux dire, c'est la raison derrière ça. Mais ça s'applique sur à peu près tous les gros dossiers d'OVNI. Ça, on y a touché un peu tantôt, hein, dans le forum qu'on regardait. Il y avait quelqu'un qui avançait que l'amiante, dû à ses spécificités pour les rituels, ça l'aurait attiré certains OVNIs. Donc, je sais pas à quel point ça peut être pris au sérieux, mais bref, très, très, très intéressant. Continuons. Il y a un détail qui, j'espère, qu'il va aborder très bientôt, sinon on va y aller ensemble avant de terminer. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il est allé faire au-dessus de Vimy Ridge? Il n'y a pas un Christy de chat, là. Ouais. Qu'est-ce que 9 ou 10 faisceaux de 150 pieds de haut sont allés faire dans un village près de Granby à 5 heures du matin? Il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Tu sais, c'est évidemment, c'est l'énigme numéro 1 de l'ufologie depuis toujours. Jean, personne n'a encore répondu à ça. J'ai des questions des auditeurs pour toi. La première étant, je pense, la plus importante. Quand tu t'es rendu, toi, sur place, puis tu as discuté avec les enfants, tu as vu ce fameux rocher-là. Est-ce que toi, tu as vu quelque chose? T'as-tu constaté des choses physiquement, là? Oh, à un moment donné, j'ai tout... Regarde, je vais te dire bien franchement, à l'époque, à un moment donné, j'ai vu un stuff blanc là, voilà, qui était pogné dans une craque de la roche. Là. Ça, c'est exactement ce à quoi je voulais avancer ici. On a un petit paragraphe dans un autre forum qui parle de ça, donc l'effet de lumière qui réfléchit sur le corps du reptilien, blablabla. La poudre blanche trouvée à l'intérieur de la crevasse, appelée vulgairement de la crotte de martien par l'autre journaliste.
Bref, on peut voir pourquoi que le cas n'était pas tant pris au sérieux. Là. Moi, personnellement, j'ai pas de misère à croire ça. Continuons pour terminer, voir s'il y a d'autres bonnes questions. Sinon, on termine ça drette là. Ça avait de la... J'ai essayé de ramasser ça, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui était avec moi, puis il dit, on dirait de la cire, comme si quelqu'un avait mis une bougie. J'ai dit, ouais, ça se peut. Je sais pas aller plus loin que ça. De toute façon, je me suis dit, si tu ne pas du sperme, tu sais. OK. C'est pas une raison pour ramasser un échantillon pour faire des tests, for fuck's sake, voyons. Que si tu veux, non. Honnêtement, non. Il y a rien qui a... D'ailleurs, il n'y a jamais rien après. C'est très rare. Dans le cas j'ai des dossiers où il est resté des traces. Ça va. Puis Christian va t'en parler si c'est pas déjà fait, l'affaire de Mont-Noir. Des fois, il reste des traces. C'est très rare, mais il en reste. Mais en général, il reste plus rien après. C'est pour ça qu'on a l'air des Christy de fous quand on parle de ça. Ouais. Écoute, Jean, le temps file. Je viens de rappeler que l'histoire de Coleraine, tu l'avais racontée dans ton livre Dossier OVNI, qui est publié de mémoire en 1980, qui est sorti en 1980. Oui, qui est comme épuisé grave. Épuisé, ouais, donc qui est une pièce de collection. Ah, on va arrêter ça là. Là, ils font un peu la promotion de leurs choses. Donc, vous pouvez voir que c'est un cas qui roule depuis très longtemps. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, la gang? Est-ce que vous croyez que c'est un ovni, un reptilien, une hallucination? Croyez-vous, premièrement, à toute cette histoire-là? Moi, je le crois. Je sais pas ce que c'est, mais je crois que les jeunes ont vu quelque chose. C'est ça que je voudrais dire. C'est peut-être pas un reptilien qui cherchait pour de l'amiante, pour des rituels de je te sac pas quoi. Mais bref, c'est un sujet très intéressant et j'espère que vous n'avez appris davantage. Si vous aimez ce genre de format, faites-moi signe. On va continuer à essayer d'élucider d'autres mystères ou sans les élucider, dis-je. On va essayer au moins d'avoir plus de détails en explorant d'autres facettes, pas juste ce qu'on a vu dans Dossier Mystère. Donc, faites-moi signe, dites-moi ce que vous en pensez et on se revoit très bientôt dans un autre épisode de Mystère Voilé. See ya tout le monde. Oh yeah!